Jiaotaidian, le pavillon de l'union et de la paix de la cité interdite, est bien moins célèbre que le pavillon de la pureté céleste ou celui de la tranquillité terrestre. Mais ce fut crucial pour le contrôle du temps de la cour impériale. Il y a plus de 3000 ans, les Chinois inventèrent la méthode de chronométrage à eau. Dissimulée du côté est du pavillon de l'Union, cette jarre d'eau en cuivre est à ce jour l'une des mieux conservées du pays. Sur le côté ouest du pavillon de l'Union, on trouve une clepsydre à sonnerie automatique venant de l'Occident. La coque extérieure de l'horloge est une armoire en bois imitant une mansarde de style chinois pour une hauteur totale de 5,08 mètres sur 3 niveaux, supérieur, moyen et inférieur. On peut emprunter un petit escalier sur le côté nord du clocher pour remonter le mécanisme. Deux chronomètres, l'un chinois et l'autre occidental, sont placés côte à côte dans le même pavillon. Aujourd'hui, 123 horloges sont exposées dans le pavillon de révérence au ciel de la cité interdite. Restaurées par les experts de l'hôpital des reliques culturelles du musée du Palais impérial, de nombreuses horloges occidentales retrouvent tout leur éclat après plus d'un siècle d'existence. Les formes vives et les magnifiques décorations de ces horloges sont toujours aussi impressionnantes aujourd'hui. Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi les hôtes de toutes les générations de la cité interdite avaient un penchant pour ces carillons occidentaux. Au cours de son histoire, la cité interdite a toujours aimé les nouveaux et beaux objets. Mais ce n'est pas la même chose avec les gens et les idées. Marco Polo, qui vécut en Chine pendant 17 ans sous la dynastie Yuan, ouvra une porte aux Européens. Ces derniers furent par la suite fascinés par ce merveilleux pays, tel décrit par ce grand voyageur. Au XVIe siècle, les grandes découvertes du monde et l'ouverture de la voie maritime Est-Ouest suscitèrent l'enthousiasme du catholicisme européen pour prêcher vers l'Orient. Située au sud-ouest de la ville de Taishan, dans la province du Guangdong, l'île de Changchun n'était qu'un lieu désertique il y a 500 ans. Cette cité présentait néanmoins certains avantages. C'est pourquoi des marchands portugais l'ont utilisée comme base de contrebande. Un missionnaire fut aussi enterré ici, nommé par l'Église catholique le plus grand missionnaire de l'histoire. François Xavier, célèbre jésuite, qui s'aventura en Chine, y demeura et y mourut. Ses longues expériences comme missionnaire en Extrême-Orient lui apportèrent une compréhension plus profonde et plus détaillée de la carte politique orientale. François Xavier réalisa que pour faire entrer le catholicisme en Asie, il devait d'abord venir en Chine. Au milieu de l'été de la 31e année du règne de Jiajing des Ming, François Xavier prit le navire Sainte-Croix et arriva en 1552 sur l'île de Shangchuan, près de Xiangshan, dans la province du Guangdong. Une destination à moins de 10 000 nautiques du continent chinois,
mais à plus de 2000 km de la cité interdite, le centre de l'Empire Ming. Le père François trouva la bonne direction, mais au plus mauvais moment. À cette époque, la dynastie Ming mettait en œuvre une politique très stricte interdisant tout commerce maritime. N'ayant aucun moyen légal de mettre un pied sur la terre chinoise, il fut contraint de choisir une voie clandestine. À ce moment-là, un marchand cantonais accepta d'emmener François-Xavier à Canton par bateau, mais ce plan échoua. Épuisé, le père François ne put voir le territoire chinois que depuis l'île de Shangchuan. Bientôt, il contracta de la fièvre et mourut, avec son grand regret de voyage inachevé, cloîtré dans une cabane au toit de chaume. Lors des derniers instants de sa vie, personne ne sait s'il pensait encore à la cité interdite, mais il est acquis que sa mission ne se termina pas avec sa mort. La même année, un petit garçon naissait à Macerata, une petite ville italienne à des milliers de kilomètres de la grande dynastie Ming. Devenu adulte, il fut inspiré par l'esprit de François-Xavier et choisi par les jésuites pour prêcher en Extrême-Orient, accomplissant l'objectif que François-Xavier n'avait pu réaliser. En Chine, les gens ne connaissaient pas son nom italien, mais ici, tout le monde a bien retenu son nom chinois, Li Madao, Matteo Ricci. En mission pour la propagande religieuse, Matteo Ricci entreprit un long voyage et arriva à Macao en 1582. À cette époque, la dynastie Ming continuait d'interdire le commerce maritime. Les missionnaires étrangers devaient donc rester à Macao en attendant l'opportunité d'entrer à l'intérieur du pays. Après avoir étudié le chinois pendant 1 an à Macao, Matteo Ricci pénétra enfin en 1584 sur le continent chinois, avec l'aide d'un fonctionnaire chinois de Zhaoqin. 中国跟西方的接触，真正的影响呢，就是从明代的万历时候开始，西方的传教士，东来，他们先是在中国的东南沿海一带，逐渐的进入中国的内地，跟中国的文人呢进行接触，所以对当时的中国人也产生了非常大的一个影响。中国的宫廷跟西方的接触开始于利玛窦。 Matteo Ricci obtenu finalement l'autorisation de l'empereur de Chine et arriva à Beijing lors de la 28e année du règne de Wanli, soit 18 ans après son installation sur le territoire de la dynastie Ming. Vêtu d'habits de lettrés confucéens et portant la couronne traditionnelle, Matteo Ricci se présenta comme un intellectuel de la dynastie Ming, une ruse du missionnaire. L'Italien avait bien compris que pour voir le catholicisme se répandre en Chine, il devait d'abord être reconnu par le peuple chinois et inciter l'empereur à avoir la foi. Et lui rendre hommage fut presque la seule façon pour lui de pouvoir rencontrer l'empereur. Parmi les présents offerts à l'empereur, il y avait 2 horloges à sonnerie automatique, une grande et une petite. Ces 2 clepsydres ont aidé Matteo Ricci à se faire ouvrir les portes de la cité interdite. Plein d'attentes, Matteo Ricci entra prudemment dans cette splendide cité. Il lui semblait que le palais impérial était enveloppé des lumières de Dieu, et son voyage missionnaire fut enfin sur le point de s'éclaircir. Le rêve de conquérir l'empereur au catholicisme sembla également proche. Cependant, seul le trône du dragon vide fut à portée de sa main. À cette époque, l'empereur Wanli ne se rendait plus à la cour depuis plus de 10 ans et ne voyait plus personne, à l'exception des eunuques et concubines. Mais il fit tout de même une exception pour faire s'agenouiller Matteo Ricci devant le trône impérial. Matteo Ricci n'aurait jamais imaginé que cette distance serait la plus proche entre l'empereur des Ming et lui. Il était persuadé que sa mission religieuse était bien lancée, mais pour l'empereur Wanli, il n'était en fait qu'un simple horloger.
Cette nuance finira par s'élargir en un vrai gouffre. L'empereur Wanli ne fut pas sans curiosité à l'égard de Matteo Ricci. En plus des 2 horloges à sonnerie automatique, il aimait beaucoup le clavecin occidental offert par le missionnaire. Il demanda donc à Diego de Pantoja, l'assistant de Matteo Ricci, de venir au palais pour apprendre aux eunuques à jouer de cet instrument. Chaque fois que le son du clavecin résonnait dans le palais, l'empereur Wanli se demandait à quoi pouvait bien ressembler l'envoyé occidental. Alors il trouva une solution en demandant à un peintre de dessiner un portrait de Matteo Ricci et de lui montrer. Malgré son dédain, l'empereur sut désormais comment recevoir ses invités. L'empereur Wanli permit à Matteo Ricci de vivre un long moment à Beijing et lui versa une pension mensuelle équivalente à 8 ducats d'or européens. Sa tâche consista à se rendre régulièrement au palais pour réparer les horloges. Mais il est indéniable qu'en tant que premier missionnaire étranger à entrer dans la cité interdite, Matteo Ricci contribua grandement à l'intégration des civilisations chinoises et occidentales. 明代的宫廷，尤其是当时的皇帝，对自鸣钟是非常感兴趣的。实际上，这2件自鸣钟呢，是中国宫廷拥有西方钟表的开始。从那个时候开始，中国宫廷包括皇帝包括皇族包括一些大臣包括商人什么，都对自鸣钟产生这个兴趣。后来到了清代，那么自鸣钟成为西方向中国贸易的一个重要的一个商品，也是明代晚期到清代宫廷收藏的一个重要的一个门类。西方的这些传教士给中国带来了新的对世界的认知，他们知道整个的中国在世界里面是什么样一个地位，让当时的中国人认识到中国之外世界是什么样子的。Les visiteurs du musée d'histoire de Shanghai vont découvrir aujourd'hui une carte très spéciale. La carte complète de tous les pays de la Terre, de 380 cm de long et 192 cm de large, est une version chinoise de la carte intégrale du globe élaborée par Matteo Ricci et Li Zhejiao, officiels de la dynastie Ming. C'est aussi la plus ancienne carte du monde existante en Chine, comprenant les Amériques. À gauche de la carte, on trouve un article signé par Matteo Ricci intitulé « Sur la Terre qui est plus loin et plus grande que les 9 étoiles ». Dans ce titre, le mot « Terre » apparut. Et la deuxième phrase débuta par « Si la Terre est à 125 km par degré, alors nous savons que 360 degrés vont représenter un tour de la Terre, équivalent à 45 000 km. L'italien a utilisé le terme « terre » 12 fois dans cet écrit qui compte un peu plus de 900 caractères chinois. C'est également le premier exemple pour l'emploi du sinogramme « terre » en langue chinoise. Afin de répondre au concept chinois, le ciel est rond et la terre carrée, et la dynastie céleste et le pays du haut, Matteo Ricci déplaça le premier méridien vers la gauche de 170 degrés, de sorte que la Chine apparaisse précisément au centre de la carte. Cet ajustement est depuis utilisé pour les cartes du monde publiées par la Chine. Avant l'apparition de la carte complète de tous les pays de la Terre, la perception du monde par les Chinois d'antan provenait d'une autre cartographie du globe, la carte unifiée de la grande dynastie Ming, où est imprimé un texte officiel datant de la dynastie Qing, faisant croire à tort que la carte avait été dessinée à cette époque. Les noms des lieux originaux en caractère chinois seront révélés bien plus tard, une fois l'étiquette rouge en langue mandchoue devenue désuète.
En réalité, la carte unifiée de la grande dynastie Ming fut élaborée en 1389, au cours de la 22e année du règne des Hongwu des Ming. Elle est centrée sur le territoire de la dynastie Ming, très détaillée, avec les montagnes, lacs et rivières les plus importants du pays, bien indiqués. Pour les lieux en dehors du territoire des Ming, cette carte représentait le monde, du nord du lac Baïkal, côté sud, au sud de l'île de Java, l'Indonésie d'aujourd'hui, de l'est de la Corée et Japon, à l'ouest de la côte ouest de l'Afrique et de l'Europe occidentale. Il s'agit donc de la plus ancienne et plus grande carte du monde peinte par les Chinois eux-mêmes et qui existe toujours aujourd'hui. Preuve que le peuple chinois de la dynastie Ming avait déjà une compréhension du monde plus large que nous le pensions. Et pour ceux qui sont habitués à voir la carte unifiée de la grande dynastie Ming, il aurait été difficile de regarder pour la première fois la carte complète de tous les pays de la Terre apportée par Matteo Ricci. Cette étrange carte et les annotations curieuses et extravagantes de Matteo Ricci ont attiré à cette époque l'attention des érudits et mandarins de la dynastie Ming. Remplacer dans les esprits la notion du monde sous le ciel par la terre fut en réalité une véritable révolution idéologique. La vie de Matteo Ricci à Beijing ne fut pas solitaire, avec sa résidence souvent bondée de visiteurs, dont une personne qui s'y rendait chaque jour. Il s'agit de Xu Guangzi, un célèbre érudit et grand secrétaire du cabinet impérial de la dynastie Ming, mais aussi un scientifique. Les réalisations académiques de Xu Guangzi sont quasiment irremplaçables aujourd'hui. Il est considéré par de nombreux érudits comme étant vraiment la première personne du pays à ouvrir les yeux sur le monde, soit plus de 200 ans avant Lin Zexu, Wei Yuan et d'autres. Xu Guangzi fut profondément choqué lorsqu'il vit pour la première fois la carte complète de tous les pays sur la Terre. Des régions dont il n'avait jamais entendu parler, dessinées sur la carte, et des océans qu'il n'aurait jamais pu imaginer, apparurent devant ses yeux un par un. Il était convaincu que les êtres humains vivaient vraiment sur une terre ronde. Il fut donc encore plus curieux du monde entier et eut l'idée d'utiliser la science occidentale pour faire prospérer son pays. Un jour, Matteo Ricci présenta un livre de mathématiques à Xu Guangzi, Les éléments, l'œuvre de l'ancien mathématicien grec Euclide. Cet ouvrage, qui peut être considéré comme le fondement des mathématiques modernes, intrigua beaucoup Xu Guangzi. Du début de l'automne 1606 jusqu'au commencement de l'été 1607, Xu Guangzi et Matteo Ricci travaillèrent ensemble au quotidien sur la traduction de ce livre savant. Aujourd'hui, nous profitons encore des fruits de cette collaboration. Les termes géométriques familiers comme triangle, point, ligne, surface, angle droit, angle aigu, angle obtus, ligne et parallèle ont tous été traduits par Xu Guangzi dans le cadre de cette coopération. L'illumination apportée par Matteo Ricci et la carte complète de tous les pays de la Terre à la dynastie Ming était une belle opportunité pour l'époque. Cependant, un tel éclairage se limita à un petit groupe d'érudits et ne toucha pas les dirigeants de l'Empire. 当时传播本身受一定的影响，并不是说西方先进东西都传过来，它传过来仅仅是一小部分。另外，这一小部分的传播只能依靠有权力的、有权势的宫廷来传播，那么自然先到宫廷。再一个呢，就是这个国家是否需要这些先进的科学技术，这个国家本身它有一个适应的过程，并不是说你传过来我就一定得用，你传过来我一定要实施到什么程度，这个不一定。至于说他传的多深，或者说万历皇帝和朝廷这些人对他研究有多深多透，这个做不到。但只是有一些呢非常有能力的，对这个很感兴趣的大臣，像徐光启啦、李之藻这些人，有一个比较深的造诣，然后他们连翻译带根据自己研究写出了一些著作，哎，这个是东西方结合的重要成果。所以你说明朝有这个
结合的机会，但是这个机会还不成熟。 Sous la tutelle de Matteo Ricci, Xu Guangqi étudiait l'astronomie, le calcul calendaire, les armes à feu et d'autres sciences occidentales. Fort de ses propres expériences, il comprit que le développement scientifique et sa promotion pourraient améliorer la compétitivité du pays. Xu Guangxi proposa donc à l'empereur de développer des connaissances spécialisées à partir des fondements mathématiques, tels que la météorologie, le génie hydraulique et la science militaire. Et il insista sur le fait qu'il fallait engager des experts pour diriger les affaires professionnelles. Un tel concept correspondrait aujourd'hui à l'établissement d'une Académie nationale des sciences pour la dynastie Ming. Or, si l'empereur avait suivi le conseil de Xu Guangxi et créé cette institution pour son empire, tout en incorporant d'autres disciplines scientifiques dans le système d'examen impérial de Chine, alors peut-être la dynastie Ming serait-elle passée d'une dynastie féodale à une nation moderne, comme l'Occident après la Renaissance. Si la dynastie Ming n'était plus aussi imposante que par le passé, elle restait tout de même à l'avant-garde en termes de position de puissance nationale, grâce à sa fortune accumulée au fil des ans. Dans le même temps, la prospérité croissante des activités du commerce maritime international fit entrer l'Empire dans une ère financière sans précédent, ajoutant par ailleurs un charisme légendaire à l'empereur Wanli des Ming. Au cours de la 24e année du règne de Wanli, la dynastie Ming leva l'interdiction de l'activité minière, car dans le passé, l'exploitation privée des mines d'argent n'était pas autorisée. Suivant les consignes de l'empereur Wanli, même si la cour autorisa les particuliers à exploiter les mines, ils devaient payer une taxe minière élevée. Dans la seule 29e année du règne de Wanli, les eunuques ont versé plus de 900 000 taels à l'empereur, et pratiquement tout cet argent alla dans le coffre personnel du souverain. Le statut monétaire de l'argent fut officiellement reconnu au cours de cette période et remplaça les billets de trésor des Ming, devenant ainsi la principale monnaie du pays, considérée formellement comme une valeur forte. 看这枚银锭，从这个形态一看就知道它是明代后期的，因为白银啊，它的形态的变化跟社会经济是用平列密切相关的。像这枚50两锭购买力很大的，真正50两锭大量使用的还是在官方场合的，尤其是税收。 Sous les Ming, les ressources minières d'argent de la Chine connurent une pénurie. Au XVe siècle, après l'ouverture de nouvelles routes maritimes, les Portugais espéraient établir des relations diplomatiques et commerciales officielles avec la dynastie Ming. Cependant, le gouvernement Ming rejeta la demande portugaise. Des marchands portugais avides constatèrent en Chine une pénurie de l'argent, mais les produits chinois au prix annoncé en argent restaient bon marché, avec des marchandises comme la soie et la porcelaine très compétitives dans le commerce international. Face à des intérêts colossaux, les Portugais prirent le risque de se livrer à un commerce illégal le long des côtes du Guangdong. Pour cela, ils soudoyèrent les fonctionnaires locaux et échangèrent une grosse somme d'argent contre un droit de séjour à Macao. 17世紀初係澳門嘅黃金時期，澳門港變得非常之繁忙啊！當時啊，最重要嘅貿易航線呢，可以講係澳門日本航線啊。每一年由澳門港出發一啲好大型嘅商船呢，載住大量嘅絲綢呢，就到日本呢去交換當地嘅白銀嘅。咁當時所用嘅船呢，就叫做大黑船。可以講啊，大黑船係當時世界上最大型嘅船啊。 Chaque année, durant les mois de mai et juin, des commerçants portugais embarquaient sur un galion pesant entre 600 et 1600 tonnes et entamaient un voyage très lucratif. Ce grand bateau à voile quittait l'Europe et son premier arrêt était Goa, en Inde. Ici, le galion était chargé de produits indiens tels que du poivre, du bois de santal et de l'argent des Amériques, puis partait pour Macao en suivant la mousson estivale du sud-ouest.
Les marchands y restaient environ un an, échangeant argent et marchandises chargées à bord des navires contre de la soie, du coton et de la porcelaine de Chine, avant de se diriger vers Nagasaki, au Japon. Au Japon, les marchandises chinoises se vendaient à des prix élevés et étaient échangées contre une grande quantité d'argent japonais. Ensuite, le galion retournait à Macao par la mousson de l'automne suivant. Les commerçants achetaient des produits chinois en grande quantité avec de l'argent japonais et rentraient en Europe à l'automne de la 3e année. Un tel voyage commercial aller-retour rapportait plus de 100 000 ducats d'or. Macao, en vertu de son statut de centre du commerce maritime, impliqua la dynastie Ming dans le commerce océanique mondial. 葡萄也好，西班牙也好，后来的其他的相应的欧洲国家对华贸易都靠这个白银，那这个白银就源源不断流入大明朝。所以在明代末年啊，应该说中国历史上白银储量最多的时期。 Du milieu du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, en Chine, l'afflux d'argent atteignit de 7 000 à 10 000 tonnes, représentant environ un quart à un tiers de la production mondiale d'argent. Elle devenait ainsi le pivot de l'économie mondiale. En Chine, l'arrivée d'une si grande quantité d'argent joua un grand rôle dans la commercialisation de son économie à la fin de l'ère des Ming, en particulier dans le développement de l'industrie chinoise de la soie. 明代中后期，特别是明代后期，私人海外贸易相当发达。大航海时代给明朝带来一个机遇。 明朝尽管政府没有赶上这个机遇充分发展，但是民间商品经济啊、贸易啊，跟这个海外贸易联系是特别多，发展起来了。 Parmi les nombreuses expositions de reliques culturelles au musée du Palais impérial, les costumes des dynasties Ming et Qing restent un point culminant de la visite. Le charme des costumes royaux de cette période ne se trouve pas seulement dans leur texture et couleur, cela va bien au-delà de simples vêtements, devenant un véritable symbole. Dans le harem, de l'impératrice douairière aux concubines, il existait des restrictions strictes au niveau du port des habits, des chaussures et des accessoires. Des costumes qui témoignaient de l'excellence du travail de la soie sous les dynasties Ming et Qing. Les motifs des vêtements royaux représentaient essentiellement des symboles de noblesse comme les dragons et les phénix, avec des accessoires incrustés d'or, de perles, d'ambre, de turquoise et de corail. Plus le rang était élevé, plus les habits étaient luxueux. Sous les Qing, il fut stipulé que l'ensemble des robes de dragons et vêtements de phénix portés par les empereurs et les concubines devaient être tissés avec la soie Jili comme matière originale, issue du village Jili au sud du fleuve Yangtze. Nansun, cette vieille ville au sud du fleuve Yangtze, est le berceau de la soie Jili, renommée en Chine et dans le monde entier. Aujourd'hui, dans cette petite cité bâtie sur l'eau, on peut encore trouver des liens avec la soie de la région. Au milieu de la dynastie Ming, la soie Jili devint célèbre et fut répertoriée comme hommage impérial, jouissant d'une excellente réputation dans la capitale chinoise et à l'étranger. Grâce à l'essor de l'industrie de la soie et au développement du commerce, l'économie de Nansun connut une prospérité sans précédent au cours de la période Wanli des Ming. Tant de décennies plus tard, nous pouvons encore imaginer cette scène très animée, la ville de Nansun dans l'agitation et le vacarme des métiers à tisser. Chaque fois qu'une nouvelle soie était lancée, des acheteurs de différentes régions se ruaient sur les marchés.
Des fonctionnaires de la cour venaient également à Nansun pour acheter la plus belle soie Jili pour la famille royale. En plus de la cité interdite, la plus grande demande de soie Jili provenait de commerçants du monde entier. Après l'ouverture de la nouvelle route maritime, la porcelaine, la laque et la soie chinoise affluèrent en Europe. Ainsi, tout article étiqueté « Made in China » était le grand luxe recherché par les nobles européens. Ces éléments de la chinoiserie entrés dans la vie des bourgeois en Occident ont été progressivement intégrés aux créations artistiques occidentales. Dans l'œuvre Le maquillage du peintre français François Boucher, de nombreux accessoires de style chinois ont été représentés, notamment des éventails, de la porcelaine et des paravents à motifs de fleurs et d'oiseaux, prouvant à cette époque l'enthousiasme de l'Europe pour la culture chinoise. Ainsi, la Chine, aux yeux des Occidentaux, devint le représentant de la civilisation orientale. Le vent de la Chine souffla fort sur le continent européen, déclenchant une fièvre chinoise pendant près de 200 années sur le vieux continent. L'énorme quantité d'argent échangée contre de la soie et de la porcelaine chinoise permit à la dynastie Ming d'amasser une fortune considérable. Devenant la plus grande entité économique, l'Empire Ming joua un rôle clé dans les échanges commerciaux du marché oriental centré sur la Chine et l'Occident et apporta d'importantes contributions au développement de l'économie mondiale. La dynastie Ming a incarné la destination commerciale la plus prolifique pour le reste du monde. Par ailleurs, la curiosité et l'admiration de l'Europe pour la politique et la culture chinoise atteignirent un sommet. La diffusion de la culture chinoise vers l'Ouest a sans aucun doute favorisé le progrès de la civilisation européenne moderne. 因为中国文化是传统文化，在传统文化基础上发展，和西方文化它走了一个不同的道路。应该说，中国在这个时期文化上，在世界文化领域里头，中国具有自己的民族的特点，同时也外移。我们这个时期啊，亚洲的整个经济在世界上处于重要地位。那亚洲的经济核心是中国。 所以，中国的文化对亚洲圈的影响，实际上外溢到整个世界。所以，中国当时到了万历年间，它的经济文化在全世界都属于领先地位。La grande dynastie Ming attira l'attention internationale sur la question culinaire « Que manger ?» Dans le livre « L'histoire de l'expédition chrétienne au royaume de Chine » de Matteo Ricci, la partie sud de la dynastie Ming fut une terre fertile, avec une productivité très développée. Les gens aimaient manger, boire et s'amuser. La table du peuple des Ming a fait saliver de nombreux lecteurs européens. D'après la description du missionnaire portugais Gaspar da Cruz, dans son livre Merveilles de la Chine, premier traité entièrement dédié à la civilisation chinoise, en plus des aliments de base que sont le riz, le blé et les légumes, les Chinois consomment également une large variété de viandes, notamment du porc et du bœuf et de nombreux produits aquatiques. Ce livre a souligné la présence de marchands ambulants partout en ville et la facilité d'acheter de la nourriture. Les Chinois sont de gros mangeurs. 大航海时的背景之下，整个明朝的对外贸易是一直处于出错的地位。从隆庆开始，明朝取向了海警，出现了一个经济文化比较发展的时期。明朝中期，万历年间开始，整个国际上资本主义兴起了，开始资本主义萌芽。中国到嘉万年间也不落后。 南方也大批的手工艺作坊也起来了。这个时期按理说，只要迎头赶上还是可以的，但是因为这个时期中国的战争太多了，加上朝廷内的党派之争，把这个朝廷弄得乱七八糟了。所以基本上明代还是一个自给自足的自然经济起主导作用。
l'empereur Wanli ne consulta pas ses ministres pendant près de 30 ans et n'interféra pas avec le développement social et économique du pays. Et pourtant, il contribua à l'essor de la Chine depuis le début de la dynastie Ming. Une période prospère nommée l'âge d'or Wanli apparut alors. Cependant, une telle prospérité fut de courte durée. Comme l'empereur Wanli ne se rendait pas à la cour, le système du grand secrétariat était mature et toujours en activité. L'intendant de la cour impériale était responsable des eunuques et chargé de l'examen final des dossiers administratifs et de l'apposition du sceau impérial pour la prise de décision. Avec ces deux poids politiques, chacun se trouvait à une extrémité du pouvoir, mais toujours sous le contrôle de l'empereur. Ce mécanisme garantissait donc la concentration du pouvoir impérial et le fonctionnement normal de l'Empire. Cependant, la dictature des eunuques qui s'ensuivit et les conflits des clans au sein de la cour conduisirent à l'effondrement de la dynastie Ming. Au cours de la 38e année du règne de Wanli, Matteo Ricci, qui vivait à Beijing depuis 9 ans, mourut des suites d'une maladie. Xu Guangxi, le disciple de Matteo Ricci, traversa 3 dynasties et pendant la moitié de sa vie, il connut des hauts et des bas dans l'administration. Possédant des connaissances approfondies sur la Chine et l'Occident, il avait de nombreuses idées sur les thèmes de l'agriculture, l'armée et la science, mais hélas, il n'a pas réussi à les mettre en œuvre. Ayant un certain talent pour bien gouverner le pays, il ne put finalement pas métamorphoser la dynastie Ming. En 1633, Xu Guangxi, alors âgé de 72 ans, mourut à Beijing de surmenage et fut enterré plus tard à Shanghai. La sépulture de Xu Guangxi est située sur un site où 3 cours d'eau se rencontrent. Ses descendants y vécurent et se multiplièrent de génération en génération, donc l'endroit fut appelé Xujiahui, ou le confluent de la famille Xu. Plus tard, ce lieu est devenu le berceau de la civilisation moderne de Shanghai. Le rêve de Xu Guangxi ne s'est pas réalisé. Il n'a pas pu connaître la prospérité future de son pays qui se dirigeait alors vers son inéluctable déclin. Matteo Ricci n'a pas accompli sa mission auprès de l'empereur, mais a ouvert une petite fenêtre dans le système des connaissances des Chinois. Zhang Xiaoxiang, de la dynastie Song du Sud, a un dicton. Lorsqu'on se rappelle les événements du passé, tout est prédestiné par le ciel et dépasse les efforts humains. On peut l'utiliser ici pour parler de l'histoire de la dynastie Ming. Le soi-disant destin est le pouvoir des temps. Le monde en effervescence évolua, mais la dynastie Ming ne suivit pas les tendances. Vous souvenez-vous du clavecin offert par Matteo Ricci à l'empereur? 30 ans après la mort de Matteo Ricci, l'empereur Chongzhen, petit-fils de l'empereur Wanli, le retrouva dans un entrepôt de la cité interdite, mais en piteux état. Johann Adam Schall von Bell, un missionnaire allemand, reçut l'ordre de réparer l'instrument. Il utilisa alors des cordes d'argent pour lui redonner vie. Et le son du clavecin flotta à nouveau sur la cité interdite. C'est bien de se souvenir de cette belle histoire, mais la grande dynastie Ming allait bientôt disparaître.